Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je poursuis avec le dernier pay-per-view auquel je vais vous montrer. Enfin, quand je dis dernier pay-per-view, bien sûr, il est fort possible qu'il y en aura d'autres à l'avenir, mais bon, je ne vous promets pas, si ce n'est que je vous montre ce que j'ai à vous montrer tout simplement. Donc ce que je vais vous montrer, c'est de l'époque 2014 et auquel j'en ai qu'un seul, alors que je sais qu'il m'en manque encore une. Et pour les 2015, il m'en manque aussi pas mal, 2016 aussi, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en DVD officiel de WWE et auquel je vais vous montrer maintenant. Donc Night of Champions 2014. Donc oui, l'année 2014 auquel j'ai pas toujours été absent du produit. Au contraire, ça m'a toujours suivi, le produit WWE, même si j'étais beaucoup plus dans, aller dans le truc, comment je pourrais dire, un peu indépendant, voir ce qui s'est passé ailleurs et même dans d'autres époques. Donc c'était à l'époque auquel j'avais de l'intérêt pour tout. Et c'est également à l'époque auquel la plupart, il y a les départs et il y a également les montées en puissance. Donc pour le départ, celui qu'on l'appelle le meilleur au monde, donc CM Punk, auquel il décide de quitter la compagnie, puis de se faire virer pour de bon de la compagnie, et que par la suite, il décide de cracher sur la compagnie, sur tout ce qu'il ressent au plus profond de lui, de ce qu'on a pu lui traiter. Bien sûr, ce dernier aura beau dire du mal de la compagnie, mais que par la suite, en 2024, près de 10 ans en arrière, même si c'est en 2023 qu'il va faire son retour, et auquel 2024, ça va faire quasiment 10 ans qu'il n'a plus catché à la WWE, et auquel il a complètement lavé son honneur, quoi. Bon, ça on le sait, bien évidemment. Et également à cette époque-là, auquel Daniel Bryan a réussi son sacre, et auquel il est devenu double champion. Même si c'est vrai que la réalité nous a pris en pleine face à cause d'une blessure auquel il avait subi et auquel c'est un peu dommage, hein. C'est très dommage qu'une blessure vienne tout gâcher. Ça à force de prendre trop de risques. Mais bon, c'est pas facile de mieux répondre, mais d'ailleurs, rien que d'y penser, il suffit de 12 ans plus tard, on en parle de son sacre, mais pas directement en bien, on parle directement ça en mal. Donc oui, parce que je sais que j'envoie des vidéos sans trop citer les noms, parce que j'ai pas envie de faire mention, peur d'attiser la haine ou de créer un débat monumental, en sachant que on a la liberté d'expression et qu'on est libre de dire ce qu'on veut. Donc oui, on s'en prenait à Daniel Bryan, maintenant à l'heure aujourd'hui, auquel je parle, et également à CM Punk, et auquel je me dis, peu importe de ce que vous pensez de eux, de toute façon, réussir ou pas, échec ou pas, ils auraient réussi de toute manière à devenir champion du monde, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai qu'ils ont été massivement soutenus par les fans. Et j'entends, ouais, les fans d'Internet et tout ça. Mais c'était pas que des fans d'Internet. Oui, il y avait des fans d'Internet dans le lot, mais il y avait aussi les fans casuels. Donc, quand les gens chantaient Yes, Yes, Yes pour Daniel Bryan, c'était pas que des fans d'Internet, hein. Il y avait aussi des fans casuels qui ont suivi le mouvement et auxquels, peu importe que c'est bénéfique ou pas, l'important, c'est que la personne a réussi et auquel on peut être content, même si la manière de comment il a fini n'était pas très féerique, je peux le reconnaître, même si, euh, même si c'est vrai qu'il y en a des fans d'Internet qui peuvent paraître très bruyants et un peu trop exigences pour demander telle ou telle personne doit gagner. Ah non, John Cena, Randy Orton, Batista, Brock Lesnar, etc. Ils ont déjà assez trop gagné dans leur carrière. Euh, il serait temps de passer le flambeau à d'autres. Auquel je peux d'accord, ça peut être redondant par certaines minutes, mais qu'est-ce que vous voulez? S'il y en a, la WWE ou d'autres compagnies, ils se plient aux exigences, c'est qu'ils écoutent les fans. Parce que, quelque part, j'ai envie de vous dire, certes, que ce soit bon ou mauvais,
Si la compagnie n'aurait pas écouté les fans, bah, il y aurait un boycott massif envers cette entreprise. Donc si McMahon à l'époque n'aurait pas écouté les fans, bah, il aurait perdu pas mal de fans qui arrêteront de regarder le produit. Ou les plus fidèles, certes, regarderont le produit, mais d'autres ne regarderont pas. Donc c'est vrai que c'était à double tranchant, limite cul entre deux chaises. Donc c'est vrai que c'est un peu pas facile rien que d'y penser à ça, mais je sais pas comment vous le dire, hein, parce que c'est pas évident, c'est pas évident. Même si je peux reconnaître c'est un peu abusif d'entendre que les fans bruyants ont leur dernier mot à dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que malgré tout ils auraient réussi de toute manière. En tout cas ça c'est que mon avis, hein. Vous n'avez pas le droit, enfin vous n'avez pas le droit de dire que j'ai tort ou j'ai raison. Vous, vous faites votre propre avis vous-même, mais moi je fais la mienne et ça me satisfait grave quoi. Enfin bref. Je pense que j'ai assez dit, pas pour dire du bien d'autrui ou quelque chose, c'est juste que je dis tout simplement mon avis et auquel que on est d'accord ou pas, ce qui est arrivé, d'accord. Donc voilà, même si je sais que je vous fais trop mariner à parler de ce qui se passait à l'époque en 2014, puisque on va parler du show et que je vais pas trop tarder parce que je vous tarde assez déjà et auquel j'ai pas de temps de répit vu comment je dois être présent pour le show Bodyzoy Factory épisode 3 auquel sachez que récemment j'ai été du côté du nord de la France auquel j'ai pu assister au show ICWA Révolution et voilà quoi donc, je vous présente le show. Donc, dans les moments spéciaux, on a eu le Pips Show, donc le petit one-man show de Christian, auquel il nous accueille comme invité. Chris Jericho, auquel il nous explique et qui nous vend sa rivalité face à Randy Orton, et auquel il dit tout simplement, certes, il a été blessé au genou, mais rien ne va l'arrêter pour battre la vipère, car après qu'il soit occupé de son cas à Randy Orton, eh bien, Orton ne sera plus jamais, jamais, jamais le même. Donc voilà comment il achève ça. Puis on a l'interview de Edge Lee, l'interview de Goldust et Stardust, et auquel on passe directement à la carte principale. Alors il n'y a pas un match du pré-show, il n'y a que la carte principale qui compte. Donc là, c'est pour les titres par équipe entre Goldust slash The Natural Dustin Rhodes et Stardust slash The American Nightmare Cody Rhodes contre les Usos, ou qui se faisaient appeler à l'époque les Uso Crazy ou les Uso Brothers. Donc Jimmy Uso et Jey Uso, qui étaient champions par équipe et auxquels ils défendent leur titre face aux frères Dust ou aux frères Rhodes. Bien sûr, on sait quoi. Alors, à l'époque où la poussière dorée fait équipe avec l'étoile dorée. Donc ça, c'est à l'époque auquel Cody Rhodes devait se repackager et du coup, il s'est tourné vers un personnage aussi délirant que divertissant à la personne de Stardust, auquel, à force de faire des trucs totalement illuminés, comme si, comme s'il venait pas du même galaxie que d'autres. Donc ouais, il a trop touché, il a trop tutoyé les étoiles et du coup, voilà comment il a basculé dans la folie un peu cosmique et rigolote dans l'idée. Et pourtant, à cette période, certes, il était en mode cosmique aussi fou soit-il. Bah, tout de même, ça va quand même réussir pour eux à être bénéfique pour devenir champion par équipe. Même si j'allais y venir là-dessus, certes, les Usos se vengent d'une terrible agression qu'ils ont subie de la part des frères Dust, et auquel ils veulent leur envoyer la monnaie de leur pièce, mais sauf que de la monnaie, ils vont le recevoir en pleine figure par les frères Dust. Car tout simplement, après pas mal d'échanges et de qui prend quoi en tout genre, eh bien,
Après, si je dis pas de bêtises, une distraction de l'arbitre, ça va permettre, je crois, à Goldust d'effectuer sa prise de finition. Alors, je crois qu'il avait toujours le Crossroads ou un autre finish qu'il avait, mais tout ce que je sais, ben, il va réussir tout simplement à battre les Housseaux et devenir champion par équipe. Donc oui, malgré tout cela, malgré que ils avaient ce petit côté ridicule, ben, au moins ils arrivaient à rendre ça plus divertissant. Parce qu'on peut leur reprocher plein de choses, au moins ils savent comment être si divertissants de soi peu, quoi. Je digresse pas mal, mais vous avez compris ces victoires de Goldust et Stardust. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,40. Comme quoi, ben, on a eu un bon opener. Puis ensuite, ben, on a pour les titres, le titre des États-Unis. Donc entre Sheamus contre Cesaro. Donc anciennement Antonio Cesaro. Et que maintenant, il se fait tout simplement appeler Claudio Castagnoli. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Et auquel, ben, pareil, lui à l'époque, en 2014, quand il s'est séparé du groupe Les Vrais Américains avec Zeb Colter et Jack Swagger, et que lui il était dans le lot, eh bien il décide de quitter l'équipe pour se lancer solo, et surtout parce que Polyman voulait tout simplement le mettre over. Et le problème de Cesaro, c'est pas qu'il ne sait pas bien catcher, c'est pas qu'il communique pas avec le public. Disons que ils tentent pas mal de trucs avec lui, ils ont tenté pas mal. En plus qu'il avait remporté la bataille royale de André le Géant, auquel ben, on pensait que ça allait le hisser vers les sommets. Eh ben, pas du tout. Dommage. Faut dire, c'est comme si la bataille d'André le Géant n'avait aucune valeur du tout. Juste pour donner la victoire au premier mid-carder ou au premier jobber qui peut être propulsé tout d'abord dans la mid-card, puis dans le main event. Quelque chose comme ça, hein. Donc tout ça n'a pas été bénéfique pour lui. Et c'est un peu dommage, hein. Même si la raison est simple, selon McMahon, Claudio ne dégageait absolument rien. Il avait, selon lui, aucun charisme et il ennuyait pas mal. Donc il le trouvait ennuyeux, selon lui. Donc c'est un peu dommage, hein, en sachant que c'est un très bon catcheur, mais il n'a pas été respecté à sa juste valeur. Alors que là, face à Sheamus, eh ben, il nous montre à quel point les deux peuvent faire des bangers. Oui, parce qu'à l'époque, Sheamus ne disait pas banger après banger après banger. Non, c'était déjà banger avant l'heure entre les deux lutteurs. Qu'est-ce que je pourrais en dire de plus? Ce n'est que, certes, les deux se sont pas mal affrontés. L'un avait le dessus sur l'autre. Et parfois, c'était Sheamus qui avait plus le dessus sur Cesaro que Cesaro sur Sheamus. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Mais disons que c'était un match tellement brutal auquel on sait que ces deux grosses brutes, l'un puissant et l'autre puissance brute, qui se foutent sur la gueule, qui nous montrent à quel point ils sont déterminés à l'un à rester toujours champion ou l'autre à devenir nouveau champion, en sachant que Cesaro avait déjà été champion des États-Unis à l'époque, auquel je sais que la plupart ne se souviennent même pas, mais bon, ça c'est un peu l'Alzheimer collectif. Et d'ailleurs, tous les propos que j'ai dit ne concernent que moi et auxquels je ne vise totalement personne. Je vise tout simplement toutes les personnes de la Terre, sans bien sûr citer ceux que je connais, mais bon, ceux que je connais, c'est leur avis, ils ont le droit de dire leur avis, mais de dire que la plupart des personnes, comme quoi ce sont des tueurs de spectacles et des tueurs de stars, c'est de la ramassie de conneries pour moi. Pour moi, j'y crois pas d'Iota. C'est encore une manière de se faire entendre pour faire du clic. Mais bon, ça, j'ai pas trop envie de donner trop d'importance, si ce n'est que dans ce match-là, certes, c'était pas mal. T'as parfois Cesaro qui tente de briser les règles ou de pas les suivre tout simplement jusqu'à ce qu'il se fait ramasser un bro kick de la part de Sheamus et que au compte de 3, il perd le match. Tout simplement Cesaro. Donc voilà, c'est victoire de Sheamus, il conserve le titre. Donc ce match-là, c'est un 3,5. Auquel il était plutôt pas mal. Donc ok, super.
Et maintenant, je passe directement au troisième match, puisque on a des nouveaux champions par équipe, un toujours champion des États-Unis, et maintenant c'est pour le titre intercontinental, auquel on a le Miz, accompagné par Damien Sandow, qu'à l'époque il se faisait appeler Damien Mizdo, et il affronte tout simplement le Miz Dolph Ziggler, accompagné par R-Truth, donc R-Truth qu'on connaissait bien sûr sous le nom de Ron Killings, et auquel il a voulu faire du Dolph Ziggler en se faisant appeler R Ziggler. Bah oui, logique, vu comment le Miz, il a sa propre doublure auquel il ne le ressemble pas du tout. Eh bien, c'est au tour de Dolph Ziggler d'avoir sa propre doublure. Certes, il ne lui ressemble pas du tout, notamment par la couleur. Mais au moins, ce qui était marrant, c'est que c'était bataille de doublure et une bataille de deux catcheurs, talentueux soient-ils. Entre le Miz et Dolph Ziggler, c'est sûr, c'est du pur chef-d'œuvre. Et pour preuve, sachez qu'avant tout, certes, les deux, ils se sont pas mal affrontés. Et surtout, le point cataclysmique, c'était en 2016, auquel on va voir une excellente histoire entre les deux. Parce que pour le moment, c'était une histoire anecdotique, que des matchs anecdotiques sur anecdotique, mais auquel on veut trouver ça un peu divertissement, le fait que les deux soient bien en lutte, quoi. Et j'ai pas besoin de trop en citer, ce n'est que le Miz fait du Miz à son habitude et Ziggler fait ce qu'il fait de mieux à faire, survendre, vendre tous les offenses et de montrer à quel point c'est pas le chauffe pour rien. C'est pas certes qui flambe comme pas comme pas grand chose. Lui, il flambe, c'est pour tout simplement nous voler le spectacle. Si Shawn Michaels se fait appeler le showstopper, eh bien lui, on pourrait dire que c'est un peu un showstopper version mid-carder et auquel on peut toujours compter sur lui quand il s'agit de faire des bons matchs. Donc là-dessus, il n'y a pas à dire, rien à dire. Très rien à dire là-dessus. Si ce n'est que le match était plutôt correct. Et à la fin, si je ne dis pas de conneries, je pense que au niveau du climax dans le match auquel, lorsque les deux ne cessent de se choper et de se surprendre mutuellement, ce sera tout simplement le mise grâce parce que l'arbitre était dans un angle mort, ne pouvait pas voir ce qui se passe comme tricherie. C'est à cet instant auquel le mise, il va commencer à tirer le slip de Dolph Ziggler, donc à tel point qu'on va voir l'arrière-train. Et grâce à ce qu'il a tiré le slip, et grâce à ça, il remporte le match. Donc oui, il me semble que c'est cela. Et d'ailleurs, Damien Mizdo, toujours aussi drôle, a imité le Miz qui fait la plupart des spots. Même à l'extérieur du ring, c'est comme si il affrontait un fantôme Ziggler virtuel. Et d'ailleurs, je pense que R-Truth aussi, c'est pareil. J'imagine que lui aussi, il a fait le con en imitant comme Dolph Ziggler. C'est possible, hein. C'est fort possible, hein. Rien n'est impossible dans le catch, franchement. Oh là là. Et pourtant, je sais pas quoi dire, hein, si ce n'est que c'était plutôt pas mal. Et auquel, ce match-là, 3,50. J'ai plutôt bien adoré ce match-là. Et ensuite, on a le match auquel ça devait être annoncé, mais pour des raisons de blessure, ce catcheur en question auquel je vais vous parler n'a pas pu se présenter. Je parle bien sûr de Roman Reigns. Car normalement, en temps réel, il devait affronter Seth Rollins, qui venait de trahir le Shield et qui a rejoint l'autorité. Eh ben, suite à une blessure, je crois qu'il avait au niveau des côtes, en bas du ventre, et auquel il a failli frôler le pire pour lui, et auquel il devait se faire opérer d'urgence, et auquel l'opération est terminée avec succès. Maintenant, on attend la rééducation pour pouvoir, pour lui, monter sur le ring. Donc voilà, du coup, le match est annoncé comme ça, mais pour donner la victoire à Seth Rollins par forfait, quoi. Donc l'arbitre, il lance au compte de 10, et auquel c'est Seth Rollins qui remporte la victoire. Et du coup, ce match-là, qui n'en était pas un du tout, c'est un 0 pointé.
Et pourtant, par la suite, il va se passer un truc, parce que après que Rollins a pu pavaner en se prétendant d'être meilleur que tout le monde, en prétendant d'être meilleur que Roman Reigns, eh bien, il n'a pas anticipé le retour de celui auquel il avait blessé, notamment en le faisant passer à travers une brique de parpaing. Donc je parle bien sûr de Dean Ambrose, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Jon Moxley, qui fait son entrée et qu'il va tout simplement casser la gueule à Rollins. Donc c'est sûr, il lui fracasse la gueule, il le tabasse encore, encore et encore pour venger de cet affront. Le Lunatic French est lancé et ce qui est sûr, c'est qu'il va pas faire de cadeau à Rollins pour ce qu'il lui a fait. Même s'il y avait des flopées d'arbitres, de sécurité ou d'officiels, et ce qui est sûr, c'est très décevant qu'on voit comment c'est trop abusé d'avoir ça à l'époque. Eh bien, je vous le demande, même aujourd'hui, ça a été très très abusé. C'était le surdose d'officiels, le surdose de sécurité, le surdose d'arbitres auquel il y avait. C'était de l'abus total, hein. Tout ça pour protéger Rollins, alors que nous, ce qu'on avait envie de voir, c'est de voir Rollins se faire casser la figure. Et pourtant, après une longue bataille, il me semble que c'est à ce moment-là auquel il va se faire maîtriser par la soi-disant police, même si ce n'était pas des vrais policiers à la base. On sait que c'était des personnes sous couverture, ou même des catcheurs sous couverture, qui vont lui attacher avec des espèces de... Alors moi j'appelle ça des cautions en plastique, ou alors il y en a qui appellent ça un zip. Je sais pas quelle est votre expression à propos de ça, mais tout ce que je sais, ils vont l'attacher et ils vont l'éjecter, enfin entre guillemets, de l'arène pour éviter qu'une agression potentielle arriverait. Et pourtant, les intentions de Ambrose sont claires. Il n'en a pas fini avec Rollins, c'est sûr et certain, et auquel, jusqu'à ce que, lorsque les personnes ne seront pas impliquées, c'est sûr, il atteindra sa vengeance, quoi qu'il en coûte. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec ce genre de segment-là, si ce n'est que je passe au match suivant. Et le match suivant, on pourrait dire que c'est un match USA contre URSS. Donc oui, pourquoi je dis ça? Parce que le match auquel ils s'en suivent, c'est pas pour le titre des États-Unis. Euh, D'ailleurs, je pense pas qu'il était champion à cette période-là. Tout ce que je sais, il va être champion quand il va battre Sheamus dans un des un du pré-show de Raw ou un dans les épisodes de Raw, je ne sais plus. Je me rappelle de cette période-là, mais je sais qu'il n'avait pas été encore champion à ce moment-là. Donc en gros, il affronte des Américains, Rousseff, lui qui se prétend d'être bulgaro-russe, alors que on lui donne la nationalité russe, et qu'à l'époque il était accompagné par Lana, qui a joué la ravissante russe, et auquel on avait tout simplement lui dire la nanana, la nanana, Lana en string. Wouh. Ah, l'époque où Ajus était con, mais qu'il était drôle. On va pas se mentir. Et auquel je me rappelais qu'à l'époque, on essayait de nous faire revivre la guerre froide à l'époque où les États-Unis étaient en guerre contre l'Union soviétique. Donc, ouais, le capitalisme contre le communisme. Et j'en passe d'autres, j'en passe d'autres. Et pourtant, on est loin de l'ère pro-Reagan, hein, vu comment à l'époque c'était le président des États-Unis, Barack Obama, et pas Donald Trump, et pas Joe Biden, et pas encore Donald Trump à nouveau. Donc pourtant à l'époque c'était pas l'ère Reagan, et pourtant on sent qu'il y avait un peu de l'inspiration Reagan dans le booking, c'est-à-dire les Américains sont courageux, forts et persévérants, tandis que les Russes sont méchants, sadiques, froids et cruels. Donc c'est ce qu'on essaie de nous démontrer, hein. Et pourtant, Rousseff, il a un défi de taille, c'est Marc-Henry, et auquel, si je dis pas de bêtises, il était accompagné par Big Show, donc Paul White. Donc du coup, il veut porter les couleurs au drapeau de la bannière étoilée pour affronter un méchant russe. Et d'ailleurs, il me semble qu'on va avoir ligne nationale américaine
alors que pour Rousseff, il suffit de montrer l'architecture russe, de nous montrer tout simplement les photos du président russe, Vladimir Poutine, sur le sol américain, pour montrer à quel point c'est un peu la guerre froide aux États-Unis à l'époque. Alors que la guerre froide, c'était pas du tout ça, hein. Clairement pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais une idée claire à propos de Rousseff. Certes, lorsqu'il avait gagné le titre des États-Unis, dommage que la VVE n'ont pas pensé à customiser le titre. Euh, pour Rousseff, à la place du titre US, ça aurait été le titre URSS, pour montrer à quel point je crache sur les États-Unis. Ouais, l'air de dire je crache sur les Américains parce que moi, Rousseff, champion des États-Unis, transformé en champion Russie. Et auquel n'importe quel catcheur américain qui oserait se présenter face à moi finira tout simplement écrasé. Donc, Rousseff crush. Donc voilà comment on nous disait, on nous survendait à l'époque, et auquel, certes, Marc-Henri, malgré que c'est un ancien champion du monde poids lourd et aussi un ancien strongman des compétitions d'homme le plus fort du monde, quoi, n'a pas réussi à battre la brute bulgare ou la brute russe, donc qui est Rousseff. Donc après pas mal d'échanges, là on pourrait dire un peu c'était Meat Slapping Meat avant l'heure. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit deux gros morceaux de viande se rentrer dedans, on a envie de chanter Meat, Meat, Meat. Eh bien là, c'était du Meat avant l'heure, hein. Donc, comme dirait Biggie, rien à foutre des matchs de 5 étoiles, rien à foutre des matchs de Ironman match de presque 1 heure. Moi, je veux tout simplement de la barbaque, je veux de gros monstres qui se rentrent dedans, de la viande qui frappe dans l'autre viande, tout simplement. Donc ça, c'était à l'époque. Et en plus, c'était dans les années 2020, il me semble, Biggie, quand il était en roue libre totale. Eh bien, lui, il avait rien à foutre de tout ça. Lui, il voulait voir tout simplement deux barbaques se rentrer dedans, deux colosses, deux taureaux qui, euh, qui rentraient en collision, tout simplement. Et du coup, on a eu ce qu'on voulait. Je pense pas qu'on a eu de jeter l'éponge. Il me semblait pas. Mais bon, de toute façon, ils ont voulu nous montrer ça de manière trop patriotique. Ouais, parce que le patriotique, c'est contre le communisme. Donc, ils ont voulu nous montrer tout ça. Et pourtant, c'est la Russie qui l'emporte face aux États-Unis. Donc, c'est Rousseff qui bat tout simplement Marc-Henri. Grâce à un accolade que vous voyez là. Donc, c'est pas tellement surprenant. Donc, du coup, ce match-là, certes, il n'y avait pas grand intérêt à part mettre Rousseff vers les sommets. Donc ce match-là, je le mets 3,20. Ok. Et puis ensuite, match simple entre Randy Orton contre Chris Jericho. Et auquel ce match-là, bon pour ce qui est, mais prévisible dans l'exécution de victoire. Parce que certes, Jericho voulait montrer à quel point, malgré qu'il est blessé au niveau du genou, il veut mettre à mal la vipère, et que la vipère paie pour ce qu'il lui a fait, notamment de l'agression, parce qu'on sait qu'à l'époque, Orton, il a vendu son âme à l'autorité, et qu'il va pas tarder à la récupérer en se retournant contre eux lors de la période Survivor Series. Enfin bref, il s'est passé pas mal de choses, si ce n'est que dans le match, on a eu ce qu'on a eu, Orton qui fait du Orton, et Jericho qui fait du Jericho. Tout simplement, pas mal d'échanges, notamment des Lion Saut, tentative de codebreaker, tentative de RKO, le DDT du haut de la deuxième corde, brise-nuque, brise-dos, le tour du déshonneur à la Ronnie Garvin, et auquel il s'est passé pas mal de trucs. Quand Jericho avait l'avantage, surtout dans le climax, je me rappelais qu'il était en haut de la troisième corde et qu'il attendait de faire une attaque sur Jericho, mais sauf que ce qu'il n'a pas anticipé, Chris, c'est que Orton l'attendait déjà de pied ferme pour effectuer son RKO. Donc au moment où il voulait s'élancer pour un coup d'avant-bras, eh bien il se mange un RKO de, de toute beauté, même si c'était pas le RKO le plus ouf du monde, mais au moins il a effectué son RKO et qu'il a battu tout simplement Chris Jericho. Donc voilà tout. Ce match-là, c'est un
3,40. Plus que 2 matchs après, c'est terminé. Et pour le match, eh ben, c'est un match féminin pour le titre tout simplement des divas, parce qu'à l'époque, c'était pas le titre féminin, c'était le titre des divas, auquel ben, la championne, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Paige, puis après c'était Edge Lee. Il me semble que c'est Edge Lee qui a récupéré son titre, et auquel ben, elle affronte Paige et tout simplement Nikki Bella, qu'elle venait tout simplement de faire un heel turn contre sa sœur Brie. Non pas parce qu'elle a rejoint l'autorité, mais parce qu'elle a décidé de trahir sa propre sœur, même en lui disant des trucs totalement horribles. Car je me rappelais, ils essayaient de faire une feud entre les deux, et pourtant la feud était très fade. Donc ils ont voulu ajouter un peu de piment, de piquant, en disant ouais, je te déteste en tant que sœur, je te déteste parce que tu es là, je te déteste parce que t'as pris un gars qui était totalement barbu et qui maintenant il est à la retraite, je te déteste parce que tu t'habilles mal, je te déteste parce que t'as les cheveux gras, ou encore dire des trucs cruels comme t'aurais dû crever à l'accouchement. Ça, je me rappelle de cette promo-là qui m'avait un peu marqué et que j'étais en mode eh bien, c'est fort de dire ça à sa propre sœur jumelle. Mais ça, ils ont voulu ajouter du piquant, mais ça, c'est de très mauvais goût, parce que déjà, de souhaiter la mort de quelqu'un qui vient de naître, c'est pas gentil, c'est pas beau. C'est pas gentil. Mais bon, vous connaissez la chanson? Enfin bref, ça c'était vraiment pas du tout ma came, ce genre de truc. Faut être honnête. Et du coup, dans le match Triple Menace, certes, Nikki s'est montrée dominante. Paige veut montrer à quel point, certes, elle a perdu le titre, mais elle veut prouver à quel point qu'elle peut la récupérer contre vents et marées. Et Jelly, elle veut retenter son règne de domination, malgré sa petite taille, malgré son poids qui est, certes, qui est pas, disons, ravissante. Enfin, c'est pas le terme que je veux choisir, mais disons que elle est du genre très fine, que c'est limite un passe-partout. Donc voilà comment je pourrais dire de cette manière-là, un passe-partout, et auquel elle montre à quel point, malgré sa petite taille et son physique, elle peut montrer à quel point elle peut mettre à genoux la plupart de ses adversaires, que ce soit Paige ou Nikki Bella. Certes, il y avait la domination de Nikki, mais ce sera avant tout de même AJ Lee qui aura le dernier mot sur les deux catcheuses. Celle qui va être sacrifiée, il me semble que ça va être, si ma mémoire est bonne, euh, c'est pas Nikki Bella, il me semble pas que c'est elle, mais plutôt Paige. Donc pour protéger Nikki Bella, c'est Paige qui sert de paillasson pour Edge Lee. Et voilà comment leur rivalité va commencer jusqu'au Survivor Series, donc entre Edge Lee et Nikki Bella. Pourtant, cette rivalité n'en est pas une, n'en est clairement pas une. Et auquel plus j'en dis trop, plus je digresse. Donc ce match-là, 3,20, j'étais pas trop assez dedans. Et maintenant, le main event, le match revanche entre John Cena contre Brock Lesnar pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Oui, parce qu'à l'époque c'était le titre du monde poids lourd de la WWE, bien sûr, parce que les titres avaient fusionné. Suite au squash de ce qu'on a eu du côté de SummerSlam 2014, du coup, John Cena il veut se relever de cette humiliation, de ce squash, en nous promettant comme quoi il va pas aller à Night of Champions pour battre Brock Lesnar, il veut démolir Brock Lesnar. Ça, c'est sa façon à lui de le prétexter de cette manière-là, alors que Brock, lui, il se montre plutôt comme une bête invincible, dure à battre. Ce qui n'est moins le cas aujourd'hui, et auquel j'en ai dit ce que j'ai dit sur lui, et auquel j'ai pas besoin de trop mettre le couteau sur la plaie. Donc voilà quoi. Si ce n'est que c'est un John Cena qui veut avoir sa vengeance face à Brock et auquel il veut pas que l'erreur se répète. Donc à peine le match lancé, il fait déjà un attitude adjustment, mais tombé beaucoup trop tôt, puis il retente, encore tombé trop tôt, et quand c'est encore une troisième, c'est encore un tombé trop tôt, et quand c'est Brock qui repasse à la charge, il poursuit avec Germaine Suplex, encore Germaine, tentative de F5. Là, cette fois-ci, c'est uniquement compte de 2.
Donc voilà, compte de 2, compte de 2. Ça poursuit encore. Domination de Brock. Même si John Cena essaye de ne pas encore d'être piégé dans la germaine. Pourtant, il fait de son mieux, il fait de son possible. Encore Attitude Adjustment sur Attitude Adjustment, ça ne passe pas du tout. La bête est en mode God mode. Donc il est en mode invincible. Donc il tente tout, hein, il tente tout, John. Hein. Même les STFU, enfin les STF, il veut à tout prix essayer de faire abandonner Brock, mais c'est pas évident de le faire abandonner. Même le battre par tomber, c'est pas évident. Trouver une stratégie sur stratégie, c'est difficile. Et pourtant, au moment où il sentait la victoire, John, hein, il sentait vraiment la victoire, eh bien, il se fait attaquer par Seth Rollins, qui l'attaque avec sa mallette, il lui faut un curbstone, et du coup, bah, il décide à l'arbitre de mettre sa mallette en jeu, vu comment il sent qu'il a une opportunité. Et du coup, bah, il veut stomper la bête, et auquel bah, il a voulu faire le tomber, mais heureusement que John Cena, il sauve... comment dire? Pardonnez-moi, là je baille un petit peu parce que je sais pas pourquoi je baille. Donc il sauve son match, et il veut en empêcher qu'il officialise allez, comment dire, que Seth Rollins devient champion, donc il veut pas que ce genre de truc arrive. Et auquel, tout simplement, la chance ne sera pas aux côtés de Rollins, mais il aura sa chance du côté de WrestleMania 31, donc en 2015, et auquel, après que John Cena s'est pu débarrasser du gêneur, eh bien, il se mange un F5, et du coup, Brock, il ressort grandi de ce titre comme s'il avait gagné, et pourtant, le vainqueur par disqualification, c'est John Cena, et auquel, on s'arrête là, tout simplement, c'est la fin du show. Donc voilà sur le show de Night of Champions 2014, qui certes, c'était pas le show le plus mémorable au monde. D'ailleurs, ouais, la notice avec WWE15. Donc ouais, à l'époque, où vous pouvez jouer par mobile aussi, et par console également. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce match entre John Cena et Brock Lesnar? Alors, excusez-moi encore une fois. Disons que ce match-là euh, était à peu près papier collé de SummerSlam, mais un peu plus corrigé, et auquel là on a vu qu'un John Cena était déter, comme s'il voulait tout simplement avoir la victoire à tout prix sur Brock Lesnar, vu comment la récente défaite qu'il avait subie l'avait fort atteint, et auquel là il a pu en faire mieux, mais malheureusement il ne devient pas champion. Et pourtant, comme vous le saviez, ce match-là, je lui mets un 3,70, donc 3,70. Et pour ce qui est le reste, les matchs, les bonus, segments, promo, interview et l'ensemble, 3,60, je lui mets tout simplement ça. Donc ok. Et du coup, sans trop tarder, parce que là je sais que je tarde beaucoup, auquel je dois pas tarder pour Bodyzoy, donc je m'arrête ici pour cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire: likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde, salut salut.